Donc, on se retrouve dans la partie 2. On va continuer à voir un petit peu comment se balader, les fonctions réseau. Hein, il y a encore quelques petits trucs en termes d'architecture que je dois vous expliquer. Alors, il y aura des trucs qui seront nécessaires, d'autres pas. Typiquement, là, je me base sur un document qui vous explique le fonctionnement du Linux qui est généralement installé sur des switches. Ok? Donc, il y a une certaine composante, justement, ça a mis l'accent sur la partie réseau. Après, vous le savez que, bah ouais, avec Kali, le réseau c'est important, mais il y a plein d'autres choses à côté. Encore une fois, hein, c'est juste pour susciter le désir. Si j'étais un entraîneur de boxe, je serais un entraîneur de quartier. Ok, je vous donne le niveau. Après, c'est à vous de trouver un champion hein, qui va faire de vous un crack ou faire comme moi, bah, travailler par vous-même, apprendre par vous-même grâce au bouquin. Hein, j'avais rien d'autre chose il y a quelques années. Vous avez maintenant Internet, vous pouvez vous payer des abonnements, faire des CTF. Bref, il y a plein de trucs pour devenir meilleur. Ok? Moi, je suis là pour vulgariser, pour vous donner les bases. Ok? Vous serez un bon boxeur, mais un boxeur de quartier. Si vous voulez être après des poids lourds hein, et partir en compétition, eh ben, il faudra aller voir, voilà, des gens qui sont formateurs peut-être à plein temps. Moi, je suis petit youtubeur et je fais ça sur mon temps libre. Ok? Donc à vous de voir. Donc on va voir un petit peu quand même KVM. Hein. Je vous ai dit qu'on a des hyperviseurs, on a une machine virtuelle KVM qui est invitée sous Linux, hein, qui va permettre la virtualisation, tout simplement sur Linux. Donc si jamais vous avez KVM qui est installé, généralement vous avez un accès console à la machine virtuelle, hein, et vous pouvez trouver facilement l'adresse IP hein, de l'invité en tapant quoi? En tapant IP. D'accord? Mais si c'est pas le cas, alors moi j'en ai pas là-dessus, hein. Donc vous avez Virch, vous pouvez l'installer. Alors ça, ce sera vraiment sur une KVM, hein. Là, moi, je fais pas tourner KVM. Mais pour vous montrer les principes, hein, comment on récupère via KVM l'adresse IP des machines virtuelles. Donc on va installer Vierge. Hein, c'est une interface de ligne de commande qui permet de créer et de gérer des machines virtuelles invitées KVM. Vous avez deux commandes qui sont très utiles. On a le net DHCP Lise et le DOMI Fadre. Alors, le net DHCP Lise, il va récupérer les informations de byte DHCP pour un réseau virtuel donné ou une interface réseau donné. Hein. Il faut naturellement que la machine virtuelle soit en cours d'exécution. Et vous avez ensuite l'autre outil, DomiFab, qui permet d'interroger l'adresse IP du système d'exploitation invité à l'aide de la commande domi fa fadresse. Domi fadresse. Alors, je monte. Virchlist. Ok. Donc là, on voit qu'on n'a pas de quoi. On n'a pas de, tout simplement, de machine qui tourne sous KVM. Mais typiquement, vous aurez quoi? Un nom, une adresse MAC, un protocole, une adresse. D'accord? Donc ça peut être utile. Pensez à installer. Alors, on a plein d'outils par défaut, hein, les ARP, les routes et tout ça. Je vous l'ai déjà montré dans la précédente vidéo. Mais pour être sûr d'avoir tous les outils réseau, faites un netstat apt tools. D'accord? Si jamais vous avez du KVM, je vous disais, vous pouvez faire un virch. Alors, pareil, euh, un netlist. Non. Là, ça va quoi? Ça va vous afficher et répertorier les réseaux virtuels hein, qui sont disponibles dans KVM. D'accord? Donc, il y a vraiment deux commandes. Si jamais un jour vous utilisez KVM à creuser, hein, moi je l'utilise pas, mais il faudra voir ces deux commandes, hein, puisque elles vous permettront de récupérer toutes les informations concernant des machines virtualisées au sein de l'hyperviseur KVM. Ok? Donc vous savez qu'on a plein d'hyperviseurs. Moi-même, quoi, VMware, c'est un hyperviseur. Il permet de faire tourner des machines virtualisées. Qu'est-ce que je fais tourner comme machine virtualisée? Je fais tourner un Kali Linux, qui est un Debian. D'accord? Donc on va revenir un peu sur Ping. Donc Ping, je vous avais montré, hein, c'est le packet Internet Dropper.
c'est en ligne de commande, ça nous permet de pinguer des machines. On a vu l'utilisation simple. Hein, je vous ai parlé des paquets, des requêtes ICMP Echo à notre cible, hein, et on va voir si l'hôte de destination est vivant ou non, entre guillemets. Hein. Donc, on peut pinguer des systèmes LAN ou WAN, hein, donc soit des réseaux locaux, soit des réseaux distants, hein, Wide Area Network. Et ça a été écrit par Mike Mus en décembre 1983 pour résoudre les problèmes du réseau. Donc typiquement, je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'on se fait quand on sert du ping? Ça, vous le savez, on va pinguer quoi? On va pinguer une adresse. Hein. En IPv4, c'est le plus simple. Voilà. Par exemple, là, je ping la 100. D'accord? J'ai une portion de réseau qui est adressée sur 192.168.1 et je tape la centième. Naturellement, elle n'est pas présente sur le réseau. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la commande de base. Qu'est-ce que je peux faire? Vous l'avez vu, je vous l'ai montré dans la précédente vidéo. On peut tout ça. Tout simplement pinguer quoi? Un nom de domaine, un site web, un autre, peu importe. Hein, à partir du moment où quoi? Où on peut le résoudre via le DNS. D'accord? Donc ça passe. Hein. Une des machines de Orange, ouais, orange.com, voilà, ça ping, j'arrive à l'atteindre en 18 secondes. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, maintenant, je vais vous parler un peu des TTL. Alors, en fait, vous voyez, je vous ai parlé des time to live. Les time to live, c'est très important. Je vais vous donner une petite technique de reconnaissance. En fait, on peut identifier les systèmes d'exploitation à l'aide de la valeur TTL et de la commande ping. Alors ça peut vous paraître fou, je vais vous l'expliquer, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Alors je pense que déjà vous saviez pas. Pas besoin d'un nmap. Pourquoi? Pour identifier quel système d'exploitation s'exécute au système distant, on lui envoie simplement un ping? Oui. Dans les faits, vous verrez que c'est pas aussi simple que ça. Mais je vais vous expliquer tout ça. Donc, il faut déterminer le système d'exploitation avec la valeur TTL et notre commande ping. Cette méthode, elle fonctionne sur n'importe quel système d'exploitation. Vous avez juste besoin de ping. Ok? Donc, il existe de nombreuses commandes, applications, utilisations pour connaître les systèmes d'exploitation. Un Nmap, c'est le meilleur exemple. Avec la demande, on va lui demander d'énumérer les services présents et le système d'exploitation. Ok? Faire du banner grabbing pour récupérer tout ce qui tourne sur les ports de la machine, etc., etc. Mais avec un simple système d'exploitation et son TTL, je peux quoi? Je peux détecter facilement si c'est déjà un Linux, un Windows ou un autre système d'exploitation en examinant la valeur TTL à partir de la sortie de ma commande ping. Vous n'avez pas besoin d'applications supplémentaires pour détecter le système d'exploitation à distance. Je m'explique. La valeur TTL, retenez bien ça, varie en fonction de la version du système d'exploitation et de son périphérique. La valeur TTL initiale par défaut, pour Linux Unix, c'est 64. Hein, et Windows, c'est 128. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Je ping mon localhost. Hein? Moi, je suis un Linux Unix. Ok? On va repartir, 127.01, ça sera plus simple. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez bien que mon Linux, il a, par défaut, ok, une valeur de TTL de 64. D'accord? Alors, il faudrait que je ping une machine Windows, mais faites-moi confiance. Je vais vous montrer tout. Alors ça, c'est à apprendre par cœur. Alors, on commence simple. Les valeurs TTL initiales, par défaut, pour Linux, FreeBSD, macOS, Solaris, Windows. Qu'est-ce qu'on voit? TCP, UDP, ICMP. On commence par Linux. On commence par Linux, Linux 64 en TCP, 64 en UDP, en ICMP 255. D'accord? FreeBSD 64, 64, 255. Donc on voit qu'on a les mêmes valeurs. Pourquoi? Pour Linux, FreeBSD, Mac OS X. Solaris 255, 255, 255. Tout le temps. D'accord? Peu importe. TCP, UDP, ICMP. Windows, les anciennes versions 95, 98, Millennium 32, 32, 255. Ok. Et Windows XP 7, 8, 2003, 2008, 128, 128, 255. Donc on voit que les versions Windows déjà, bon, le maximum c'est Solaris hein, au niveau des TTL. Et Windows utilise le double 1 de soit de macOS, soit de FreeBSD, soit de
Linux. Donc on voit qu'on en a beaucoup, beaucoup plus. Hein. Donc vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de choses à retenir. Il y a tellement de distributions que... Donc voilà, les TTL initiaux. Hein. Vous avez de la X, en TCP c'est 60, en UDP c'est 30. Android, vos téléphones Android, ok? 64, AX, 255. BSDI 255 en UCMP, les routeurs Cisco 254, Compa, FreeBSD. Mais nous, ce qui nous intéresse, HPUX, très utilisé en entreprise, ok? IRIX, Linux, ok? On voit qu'on utilise essentiellement du 64, hein. Ça dépend des noyaux, etc. Vous voyez qu'en fonction des noyaux, des fois ça change au niveau de l'ICMP, etc., etc. Stratus, vous voyez, vous en avez un paquet. Nous, ce qui nous intéresse, Windows 10, vous voyez qu'on est resté quand même 128. D'accord? Donc ça, on voit tous les Windows à partir de quoi? À partir de NT4, SP6, on est en 128. Ok? Et à l'inverse, tous les anciens Windows, à quoi? On est en 32. D'accord? Et après, au sein des différentes distributions, euh, bah, ça, tout va dépendre. Ok? Donc déjà, alors vous allez me dire, oui, mais moi je sais pas si c'est OpenVMS ou OpenBSD. Ouais, ils ont la même valeur. T'as tout à fait raison. Par contre, ça te permet quoi? Déjà de distinguer entre quoi? Entre un macOS Unix et un Windows. D'accord? Et par macOS Unix, enfin macOS Unix Linux, j'entends voilà toutes ces versions qui auront elles aussi 64. Après il y en a d'autres, vous voyez que les AX, voilà, ils ont 255. Mais déjà, je peux distinguer si c'est quoi, si c'est grosso modo de l'Unix Linux ou du Windows. Vous l'avez compris, ok? Avec le TTL. On a l'Open Transit hein, les gros serveurs de centres de données PARTR2 hein, qui fait fonctionner la moitié de Paris. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que mes paquets, ils utilisent pas le... Avant, on est passé quoi? Hein. Par Aubervilliers, ok? Et là, je passe par quoi? Par le RBCI, ok? Là, je passe par le sud de Paris. Donc là, on voit que on est beaucoup plus au sud. Hein. On passait par Aubervilliers, Saint-Denis, ok? Et là, on voit on passe par le centre de Paris. Donc, vous voyez que vous pouvez tout à fait, en fonction bah, des AS, hein, de votre fournisseur d'accès Internet, moi je suis chez Orange, vous pouvez voir les paquets, mais en termes géographiques, les réseaux qu'utilise quoi? Bah, les paquets qu'utilisent, le trajet qu'utilisent vos paquets sur le réseau. D'accord? Qu'est-ce qu'on a fait? Imaginons que moi je parte de là-bas, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens du sud, je suis passé par là, ok? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bah, je passe par, grosso modo, par là. D'accord? Donc, c'est ce que je vous dis, c'est le propre de l'Internet, bah, c'est que vos paquets peuvent quoi? Peuvent transiter par différentes portions du réseau, c'est pas tout le temps la même chose. Hein, là, on le voit bien. Là, je suis passé par d'autres cœurs de réseau, d'autres man, comme je vous l'expliquais. J'ai un TTL de 64, je sais que ça sera de forte chance. Un Unix Linux, si c'est du 128, on sera sur du Windows récent. D'accord? Sinon, c'est du 32. Comme vous l'avez vu, les anciens Windows utilisent du 32. Donc ça, c'est cool. Mais ping, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Je peux quoi? Je peux combiner. Je peux faire quoi? Je peux faire, je pourrais faire google.com. Là, j'interroge plusieurs trucs en même temps. Ubuntu.com. Qu'est-ce qui se passe? On voit que ça prend que le dernier. Je peux pas pinguer, hein, de cette façon. Ça ne marche pas. Donc, comment je fais? Eh ben, il va falloir utiliser et ping. On va chaîner les commandes. D'accord? On va chaîner les commandes. Et là, à quoi? Vous pensez que ça va marcher? Si je chaîne? Ok? Donc là, en termes de programmation bash, qu'est-ce que je lui dis? Enfin, ZSH plutôt, je lui dis quoi? Je lui dis les et, hein, c'est tu passes au suivant. Hein. C'est-à-dire tu lances ça et tu passes à l'autre séquence de code, indépendamment de quoi? Du résultat de la première opération.
hein. C'est-à-dire que vous allez voir, on verra après les opérateurs conditionnels et de logique, mais là c'est indépendant du résultat. Ça c'est A, ça c'est B, hein. Là B sera toujours exécuté à partir du moment où A a initialisé, terminé l'opération. A lance l'opération, passe à B, B termine son opération, enfin lance son opération, passe à C, C lance son opération, passe à D. Donc là, on voit que c'est pas parfait. Ouais, j'ai essayé de faire. Donc ça passe pas. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire ping? Là, je lui mets un C5. Par contre, je le mets sur. On va pinguer le DNS de Google. Et là, je lui mets un ping. Je lui remets son C5. Et je lui demande orange.fr. Ah! Là, on voit qu'il fait quoi? Il fait les 5 pings. Et là, ça marche. D'accord? Donc, on peut le faire. On peut le faire, mais vous savez que sous Linux, c'est quoi? Sous Windows, il s'arrête au bout de quoi? De 5 requêtes, si je dis pas de bêtises. D'accord? Alors que sous Linux, la commande continue. Donc sous Linux, vous l'avez compris, que ça fonctionne, il faut quoi? Il faut qu'on fasse ça. Et à partir de là, on peut chaîner. On peut tout à fait chaîner ou utiliser fping, que je vais vous montrer aussi, qui est pas mal. F5, ping, C5. Donc, je rappelle, en termes de logique, opération de quoi? De 5 envois d'écho request, ok? Réception, on passe à l'opération suivante, B, C, D. On fait de façon séquentielle, indépendamment de l'état des autres acteurs, ok? Donc on va chaîner et lancer séquentiellement quoi? 4 opérations de ping, hein, via des paquet ICMP, echo request et réception des paquets ICMP reply. Parti, on teste. Il commence par un 100, elle n'existe pas. Et là, ça s'arrête, nom de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il y aura quand même une condition, parce que celle-ci est en erreur, il va pas réussir à lancer la deuxième. Donc ça... Donc, le hein, en programmation, je vous ai dit, on a des états, hein. Il y a certaines logiques ou quoi, où, eh ben, des fois ça va continuer, des fois ça ne va pas continuer, en fonction des opérateurs logiques, hein, qu'on utilise. C'est bien, mais quel est le problème? Le problème, c'est que si jamais la première opération donne un résultat faux, là on voit qu'il y a des erreurs, toutes les autres commandes qui en dépendent, qui en découlent, hein, vu que c'est séquentiel, vont quoi? Vont s'arrêter. D'accord? Donc là, typiquement, avec le hein, ça veut dire commande 1 et ensuite commande 2. Mais commande 2 uniquement si la commande 1 a été réussie, successful. Ok? C'est ce qu'on appelle un end if en POSIX, hein, au niveau du shell, de la grammaire. Hein? Donc nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh ben, on peut lui dire peut-être ça. Je vous montre. Ça, on s'en sert souvent, hein, sous Linux, Bash. Donc là, c'est ce que je vous montre, hein. On est d'accord, ça va cracher. Un crash, donc opération 2, 3, 4 ne peut pas fonctionner, hein. La preuve en est, que vous comprenez bien, je vais mettre quelque chose qui existe. Je vais lui mettre, on a mis orange.fr, Google, je vais lui mettre apple.com.
Ok? Première opération, ça ping, ça répond. Ça passe à la suivante. Ok? On passe à Orange. Google. Ok? Ubuntu. Donc on voit bien que on récupère quoi? Ubuntu, Google, Orange et Apple. D'accord? Exactement ce qu'on lui a demandé. Donc on a fait séquentiellement quoi? Des demandes de ping et on a utilisé ces 7 opérateurs. D'accord? Donc cet opérateur, il est bien, mais par contre, il y a quoi? Eh ben, il y a ce problème de dépendance. Il y a ce problème de dépendance, c'est-à-dire que au niveau de mes conditions, si la première condition foire, eh ben, ça va empêcher le bon fonctionnement euh, de la suite des autres commandes. Vous l'avez compris. Donc typiquement, c'est ce qu'on appelle hein, les listes de commandes et les listes de séquences, je vais y arriver. Hein. Au niveau du bash, hein, il y a beaucoup à dire, mais c'est au fonctionnement, hein, comment on lui donne en fait bah, des ordres. Hein. On va utiliser des opérateurs logiques, ok? Donc ça c'est un et. Hein. Donc je m'explique. Commande 1 et commande 2. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un et. Alors, vous allez me dire quelle est la différence. Donc ça, c'est un et je vais vous montrer comment faire un. Ça, c'est un ou. D'accord? Alors, je vais expliciter. Vous avez des listes de commandes. Hein. Une liste, c'est une séquence d'un ou plusieurs pipelines séparés par l'un des opérateurs. On a quoi? On a le point virgule, on a le person, hein, le éperluette double, ou ces double barres hein, que vous avez, hein, qui sont parallèles. Et éventuellement, on peut utiliser aussi new line. D'accord? Donc, parmi ces opérateurs de liste, hein, on a a person, donc éperluette, qui sont quoi? Qui ont une priorité égale, hein, ensemble. Ensuite, on a quoi? On a le point virgule, hein, puisqu'on a vu qu'on peut chaîner aussi avec des points virgules, et quoi? Et le person simple, qui permet de quoi? Qui permet de faire tourner une tâche, un programme, en tâche de fond, en BG. Hein, je vous l'ai expliqué, d'accord? Et après, on fait FG pour récupérer le programme, d'accord? Eux aussi, ils ont également une priorité égale, d'accord? Donc, ça et ça, priorité égale, et ou priorité égale, hein, et le point virgule et l'éperluette ont également une priorité égale. D'accord? On va voir par la suite pourquoi on parle de ça. Donc je vous rappelle juste, nano, je vais dans nano. Ouais, ok. Nano quoi? BG? BG? Background? Non. Nano? Ah. Nano là en background. D'accord? Là elle est bien en background. Et nano FG? Je récupère en foreground. Hein. Rappelez-vous, background, dernier plan, hein, arrière-plan, et foreground, premier plan. Donc, vos applications, vous, quand vous êtes dans le terminal, vous travaillez tout le temps en FG. Hein. Mais comme je vous ai dit, certaines applications peuvent mettre du temps. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? Imaginons que j'ai pas envie d'ouvrir 50 000 terminaux, pardon. Euh, j'ai pas envie d'ouvrir 50 000 terminaux ou onglets. Qu'est-ce que je peux faire? Rappelez-vous qu'avant, on n'avait pas ZSH, on n'avait pas ce principe de pouvoir dédoubler hein, les écrans et tout ça. Dans les années 80, 90, même avant, on avait un terminal. Hein, donc il fallait utiliser au maximum de ses potentialités. Donc, imaginons que je veux quoi? Que je lance un H4. Un H4 et je vais quoi? Je vais casser des mots de passe. Hein.
des mots de passe, mais ça va durer des heures, voire des semaines. Qu'est-ce que je fais? Bah, je lui dis, écoute, ouais, je te lance l'attaque de brute force, ok? Mais je vais te la passer en quoi? Je vais te la passer en BG. C'est-à-dire que vous lancez la commande, hein, elle passe en background, l'ordinateur il est en train de calculer pour vous, pas de problème, mais qu'est-ce qu'il fait? Il vous rend la main, ok? Vous pouvez continuer de travailler. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quoi? Bah, d'attendre que le calcul soit fini, hein. Donc typiquement quand on fait du brute force, ouais, on va faire ça. On lance la tâche en arrière-fond. Alors ça va pomper vachement sur l'ordinateur, hein, je vous préviens. Si vous avez un petit ordinateur, votre terminal il va plus être trop responsive, comme on dit, hein, avoir du répondant. Mais voilà, hein, c'est ce qu'on va faire. Pourquoi? Parce que je vais pas attendre une semaine et ne pas pouvoir utiliser mon terminal. Donc qu'est-ce que je fais? Eh ben, je fais mon programme et je le passe en background. Ok? À l'inverse, qu'est-ce que je peux faire? Je peux chaîner deux trucs. Je peux chaîner deux trucs, c'est-à-dire quoi? Nano et fin d'instruction. Nano et fin d'instruction. C'est quoi ça? Ah ouais. Qu'est-ce que je viens de faire là? J'ai à la fois utilisé le mode background, ok? Et j'ai lancé quoi? J'ai deux nanos, hein. Un nano, deux nanos, et je fais quoi? Je les chaîne, hein, je les chaîne indépendamment les uns des autres. La preuve en est, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un nano FG, ok? J'en quitte un, et je peux faire encore un nano FG, j'en quitte un autre. D'accord? Donc là, je viens de lancer deux fois Nano, mon éditeur de texte. Ils ont pris chacun un PID différent. Ils sont chargés en mémoire. Et ça me le met en tâche de fond. OK? Et je peux les récupérer quand je veux avec le FG. Et je peux préciser le PID pour avoir le bon, hein, le 2 ou le 3. Vous l'avez compris? Allez voir la documentation pour mieux comprendre ce principe de FG-BG. D'accord? Donc ça me permet de quoi? Si je reviens à mon exemple, là, tout à l'heure, ça me permet de quoi? Ça me permet de chaîner, hein. Le point virgule, c'est la fin d'instruction. C'est une séquence d'une ou plusieurs lignes, hein, qui peuvent apparaître dans une liste et qui va nous permettre de délimiter, hein. Les commandes, c'est l'équivalent du point virgule. D'accord? Ok? Donc, quand vous faites un new line, c'est un peu pareil. C'est une séquence en bash d'une ou plusieurs nouvelles lignes qui peuvent apparaître dans une liste. Hein, une liste, vous savez que c'est un tableau, en fait, un array. On a plein de termes, mais dans une liste, qu'est-ce que je fais? Je vais stocker plusieurs variables. Ces variables vont avoir chacune des valeurs. Ok? Je ne peux pas stocker quoi? Plusieurs valeurs dans une variable. C'est impossible. Ok? Donc, pour ce faire, j'utilise un tableau, un array, une liste. Hein. D'accord. Donc, dans une liste, ça va me permettre de délimiter les commandes et ça équivaut à un point virgule. Ok? Donc le point virgule me permet de chaîner mes commandes, hein. Si une commande est terminée par l'opérateur quoi? A person, vous avez vu que le shell exécute la commande de manière asynchrone, hein, dans un sous-shell. Hein, c'est ce principe de processus quoi? Processus parent qui lance un processus enfant. D'accord? C'est pour ça qu'il vous dit tout le temps, tiens, regarde, t'as un enfant là, et il est en mode suspendu, t'es en TTY output. Hein. Il te dit, écoute, t'es en train de tourner dans un pseudo-terminal en sortie qui est quoi? Qui est un sous-shell. Et de manière asynchrone. Hein. Vous devez parfaitement comprendre ce principe que vous verrez constamment en informatique. On a quoi? En transactionnel, on a quoi? On a du synchrone et de l'asynchrone. Ah bah là, c'est pareil. Dans nos shells, on a quoi? On a des exécutions de commandes en background. Celles-ci sont appelées des commandes asynchrones. Hein, ce qu'on appelle de l'asynchronous. Ni plus ni moins. Le shell n'attend pas la fin de la commande et l'état de retour 0, qui est un true, 1, qui est un false. Hein. Donc lui, il attend tout le temps le retour 0. True, c'est des booléens. D'accord? Donc lorsque le contrôle de tâche n'est pas actif, hein, je vous mettrai des liens en description. L'entrée standard qu'on appelle standard input, hein, pour les commandes asynchrones, en l'absence de redirection explicite, sont redirigées vers dev nul. Hein. Dev nul, notre fameux trou noir. Vous vous rappelez, c'est un périphérique qui est égal à nul. C'est-à-dire que tout ce que vous envoyez, généralement on renvoie les erreurs, donc le STDR, le standard output. Hein, et vous vous rappelez, je vous ai dit en préambule, sous Linux, on travaille sur des flux.
hein. Vous avez des flux d'entrée, c'est l'entrée standard, c'est généralement votre clavier. On a le flux de sortie. Le flux de sortie, c'est quoi? C'est le standard output. Généralement, c'est votre terminal, votre écran, ou votre écran qui est relié à un terminal. Et le terminal, il est à l'autre bout du monde, hein. Rappelez-vous, vous étiez peut-être pas né, mais les ordinateurs PC n'existaient pas à cette époque. On travaillait sur des terminaux. Les terminaux, c'était juste un clavier, peut-être une souris, avec un écran qui était relié à quoi? Qui était relié au mainframe. Le mainframe, c'est les ordinateurs que j'ai gérés à une époque, hein, et on travaille sur nos mainframes, et le mainframe, c'est un super calculateur, hein. Et après, on a plein de postes clients, mais on les appelait pas postes clients, c'était pas des postes clients. Le PC n'existait pas. Ok, c'était beaucoup trop cher. On avait juste des écrans qui étaient reliés via le flux à quoi? Eh ben au super ordinateur. Et on disait, bah écoute, tiens, en flux entrant, je te donne le clavier de l'utilisateur Toto, ok? Et en flux sortant, s'il te plaît, tu rediriges quoi? Toute la sortie du super ordinateur, hein, du mainframe, vers le terminal de Toto pour que les commandes, hein, plutôt que tu l'affiches pour toi, serveur, super ordinateur, super calculateur, je veux que mes utilisateurs puissent avoir le retour des commandes sur leurs terminaux, sur leurs écrans. C'est pour ça que dès le départ, en termes d'architecture, on travaillait sur des flux. Les flux, vous pouvez les manipuler. Quand je fais du SSH tunneling, quand je pivote sur une machine, on y reviendra, je vous parlerai d'Internet, mais pourquoi on a décidé de faire de l'adressage? C'est parce que je me suis dit à un moment, écoute, j'ai pas besoin de créer un nouveau lien vers une machine que je ne peux pas atteindre, mais je sais que le serveur 003, j'arrive à communiquer avec lui. Et le serveur 003, il arrive à communiquer avec l'imprimante, ou il arrive à communiquer avec le super calculateur, le mainframe 002. Pourquoi me faire chier à déployer des paires torsadées? Ça coûtait extrêmement cher à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, hein. La fibre n'existait même pas. Je me suis dit quoi? Enfin, les ingénieurs du MIT se sont dit quoi? Se sont dit, mais on va pivoter, hein. Grâce au protocole, notamment l'IPv4, hein, on va pouvoir servir de machine de rebond. Je vais me connecter grâce à une machine à ce qu'il y a derrière, hein, littéralement. Je vais faire un saut de puce, je vais faire saut de mouton, et je vais quoi? Je vais rentrer dans cette machine, et elle va me servir uniquement à communiquer à une autre. Parce qu'elle, elle est connectée. Moi, je ne peux pas me connecter directement à l'autre serveur. D'accord? Et c'est tout ce principe de rebond, en fait, de pivot. Hein. Et bien là, c'est pareil, au niveau des flux, quand je pivote au niveau du réseau sur une machine, je lui dis, écoute, tu vas me servir juste de rebond, de pivot. Tes communications réseau, tes paquets réseau, tu les coupes avec moi. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, moi, tous mes paquets réseau, tu vas les rerouter. Hein. Donc en gros, tu te mets en idling, hein, en needle, en zombie, en mode zombie en fait. Ok? Ta carte réseau, tu coupes toutes les communications avec les autres. Moi, j'ai besoin de ton aide. Ok? L'ordinateur, il dit ok. Il prend tous tes paquets, ok? Et il les reroute sur une autre section du réseau, vers un autre ordinateur. Ça, c'est les bases du pivot. Eh ben, c'est pareil. Pensez que les flux, ce que vous tapez sur votre clavier, votre souris, le retour écran, ce que vous voyez, hein, le print, que ça soit sur une imprimante ou sur votre écran, hein, le standard output, ce ne sont quoi? Ce ne sont que des flux. Des flux, quoi? Ce sont des 0 et des 1. Des 0 et des 1, c'est du binaire qui est échangé avec l'ordinateur, avec les périphériques, sur le réseau. Grâce à quoi? Grâce aux électrons. Les électrons, ils transitent grâce à quoi? À des flux, des impulsions électriques. D'accord? Donc tout peut se résumer à quoi? À des 0 et des 1, ni plus ni moins. Ok? Et après, tu me les mets là, tu me les mets là. Hein. Qu'est-ce que je peux dire? Grâce à Linux, je peux lui dire, écoute, il y a un nouveau flux en entrée. Le flux en entrée, c'est pas mon clavier, c'est le clavier de Toto qui est à 800 km de moi. Mais il va pouvoir travailler sur ma machine. Hein, c'est ce principe de modularité. On pense toujours au début quand on débute sur Linux, parce que c'est vraiment un changement de paradigme comparé à Windows, c'est que ah bah j'ai qu'un clavier. J'ai qu'un écran, j'ai qu'une souris. Non, tu peux avoir 1000 claviers, tu peux avoir 1000 écrans, tu peux avoir 1000 sorties, tu peux avoir 1000 entrées. C'est pas le problème. C'est juste comment tu demandes de rediriger les flux. Eh ben, les flux, on peut les rediriger grâce à nos shells. Hein. Les shells permettent de communiquer avec le système d'exploitation et en plus bas niveau avec le kernel. Et on peut lui demander quoi? Soit des commandes synchrones,
soit des commandes asynchrones. Vous savez maintenant que l'asynchronisme, hein, asynchronous, c'est ce principe de background. Quand je suis en foreground, je suis en synchrone. Ok? Et on a ce principe de booléen. C'est pour ça que je vous parle de ça, le ou et le et. Voilà. On respire, on reprend calmement. Donc les commandes point virgule sont exécutées séquentiellement. Le shell attend que chaque commande se termine à tour de rôle. L'état de retour de l'état de sortie de la dernière commande est exécuté. Ah, revenons à ce que je vous disais. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu m'as dit que si je mets ça plutôt, eh ben, les actions vont s'exécuter indépendamment du résultat. Il y a plus cette histoire de booléen. Donc si je ping quoi, une machine qui n'existe pas, le reste des commandes va s'exécuter de façon séquentielle. Je n'ai plus de logique, hein, sous-jacente. Eh ouais. D'accord? Donc vous voyez qu'au début j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé, hein, notre AND et notre OR. Ok? Là j'ai utilisé un AND. Le AND, qu'est-ce qu'il fait? Il attend un trou. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Eh ben on est sur false. Pourquoi? Parce que le résultat il est quoi là? L'opération elle a réussi ou elle n'a pas réussi? L'opération n'a pas réussi. Hein, il vous le dit. Destination host unreachable. Donc, au niveau de mon booléen, c'est quoi? C'est un zéro ou un un. Vous l'avez compris, c'est un. Et là, il passe. Mais il est sérieux, lui. Hein, donc, si je mets mon booléen, bah ouais, forcément, ça va poser problème. Ok? Puisque là, le résultat, il sera égal à un. Hein, ce qui est false. Lui, il attend true pour passer à celui-ci. Si celui-ci est true, il passe à celui-ci. Si à partir d'un moment dans notre chaîne de commandes, il y a un booléen qui est quoi? Ben là, j'utilise et, end, hein. Donc, end et or, les deux barres que je vous ai montrées parallèles sont des séquences d'un ou plusieurs pipelines séparés par les opérateurs de contrôle person à person, hein. Donc, éperluette et les deux barres. Ok? Les listes end et or sont exécutées avec une associativité gauche. C'est-à-dire que je commande tout le temps de cette première commande pour aller vers la dernière qui est à droite. D'accord? Pensez à ça, hein. Surtout pour les gens qui sont, par exemple, arabes. Hein, bah nous, c'est comme la plupart, hein, des judéo-chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? Hein. Qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est de gauche à droite. D'accord? Donc ça, faut vraiment, vraiment le comprendre, hein. La différence majeure, à la limite, il vaut mieux utiliser fin d'instruction, passer à l'instruction suivante, hein. Donc, je résume, commande un, fin de l'instruction, commande 2, fin de l'instruction, commande 3, ça ce qu'on appelle du chaînage de commande, hein, du chain, du chaining, hein. Donc ça, c'est quoi? C'est indépendant. Indépendant, je m'en fous en fait, hein. De quoi? Que le résultat soit zéro ou à un, c'est pas grave. La commande 1 s'exécute, peu importe qu'elle soit en erreur ou pas, je passe à la suivante, je passe à la suivante, je passe à la suivante. Le point virgule, vous le retrouverez dans beaucoup de langages, hein. Il est plein de langages au niveau, vous le retrouvez en base de données, hein. Quand on parle de SQL, on a bah, un point virgule en fin d'instruction, on l'a en C, on l'a dans plein de langages, vraiment. On l'a en Bash, d'accord? Et plein d'autres, hein. Du Fish, du KSH, du CSH, du SH, du ZSH, etc., etc. C'est pour ça qu'il faut être polyglotte, hein. Vous devez vraiment parler au moins deux langues, français, anglais, et vous devez parler au moins 10 langues, hein, si vous voulez être à l'aise en cybersécurité. Il va falloir apprendre les langages, hein, les langages classiques, la grammaire de Bash, Fish, KSH, TSH, CSH, ZSH, hein, parce que c'est pas tout à fait pareil. D'accord? Je vais développer après. On va voir un peu les bases. Après, faut pratiquer, 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 pratiquer. Vous devez connaître tous les shells Unix.
hein. Au moins le bash, le fish, le KSH, le TSH et le ZSH, hein. C'est ce qu'on appelle être hyperglotte, hein. Polyglotte, c'est parler plusieurs langues, hein. Nous, on parle d'hyperglottie, hein. Hyperglottie dans le sens où vous devez maîtriser plein de langues, hein. C'est pas parler 10 langues étrangères, c'est parler 10 langages de programmation différents, hein, et être à l'aise. Ok. Et ça, malheureusement, il n'y a qu'avec l'expérience. Donc, l'expérience s'acquiert, la dextérité, en quoi? En pratiquant, en pratiquant, en pratiquant, en lisant des bouquins et en faisant, hein. C'est en forgeant qu'on devient bon forgeron. D'accord? Je reviens un petit peu et on en aura fini à ce que je vous disais, hein. Je vous disais quoi? Je vous disais que, justement, hein, là, c'est la commande est exécutée si et quoi? Si et seulement si la commande 1 renvoie un état de sortie 0. Succès. Là, ça n'a plus rien à voir. Qu'est-ce que je vous disais avant? Je vous disais point virgule. Si on fait maintenant ça, hein, là, on a un problème, hein. Parce que la commande 2 sera exécutée uniquement si, quoi? Si c'est égal à 0. Ça veut dire que c'est vrai, opération réussie. Ok? Si c'est 1, comme on a vu précédemment, moi j'arrivais pas à chaîner parce que l'opération, elle est en échec. Si l'opération elle est en échec, là, avec un et, qu'est-ce qui se passe? Bah, commande 2, elle disparaît. Ok? Ça m'affiche le résultat, ça me dit, écoute, ça a foiré. Ça a foiré, voilà. Donc, vous voyez bien qu'on a ce problème. Avec le et, hein, pensez toujours à ça. La commande 2 sera exécutée seulement si, et seulement si, la commande 1 renvoie un état de sortie qui est égal à 0. Un booléen, 0, succès, ok? Sinon, c'est échec. C'est 1. D'accord? Ça, vraiment, faut que ça soit clair. Parce qu'au début, après, on comprend pas. Hein, vous allez piper plusieurs commandes et bouh, ça va être un bordel. Donc, vous savez que, je vous l'ai montré, ça, c'est un pipe. Un tuyau, c'est quoi? Ça me dit, bah, écoute, commande 1, et dans la commande 1, tu rediriges, hein. C'est comme un flux de redirection. Dans la commande 1, tout le résultat, tu me le mets dans la commande 2. Mais ça, ne confondez pas avec ou, hein. Ou, qu'est-ce qu'on fait? On compare, hein. On a des conditions et des comparaisons. Ou soit ça, soit ça, hein. Donc là, ça n'a plus rien à voir. Ok? C'est-à-dire la commande 2, elle va être exécutée seulement, et si, seulement si, quoi. La commande 1 renvoie un état de sortie différent de 0. Donc, du coup, il faut qu'elle renvoie 1 pour qu'on exécute la commande 2. Ah, c'est l'inverse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette fois-ci, si je fais ça, si ma commande 1 est en échec, mais c'est parfait pour moi. Pourquoi? Parce que la commande 2 va être exécutée, hein. Donc ça, comprenez bien ça, parce que vous allez le voir après en programmation de bash et tout, on s'en sert. C'est ce qu'on appelle les retours de liste N, OR, et l'état de sortie de la dernière commande est exécuté dans la liste en fonction des commandes, hein, qui sont passées. Après, on en parlera, mais il y a des constructions, hein. On a des constructions conditionnelles, on a des constructions en boucle, et on a un regroupement de commandes, hein. On peut utiliser du until, du while, du for, euh, du if, hein, si on parle de conditions, no case, euh, no select. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous dis, je vous mettrai, hein, si vous voulez aller creuser. Mais voilà, on s'en sert tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on a des commandes de regroupement. Donc ça, c'est pareil, c'est du bash avancé. Là, pour l'instant, j'ai même pas envie de vous en parler parce qu'il faut déjà bien, bien, bien maîtriser, hein. Mais qu'est-ce que je peux vous montrer? Des exemples simples. On a ça aussi.